Dernière nouvelle concernant le suaire de Turin, ce linge sacré portant l'empreinte de Jésus lors de sa préparation pour la sépulture. Un nouveau livre paru aujourd'hui apporte des éclaircissements sur les recherches qui pourraient réfuter les affirmations de ceux qui le considèrent comme un faux élaboré. Imagines être un photographe juif orthodoxe, chargé de démasquer le suaire de Turin comme un faux. Pendant 46 ans, Barry Schwartz a traqué la moindre erreur, le moindre coup de pinceau, le moindre mensonge. Il s'attendait à une peinture. Au lieu de cela, il a découvert une image qui se comporte comme un négatif photographique. Mais comment un tissu médiéval peut-il réagir comme une technologie moderne? Et que se passe-t-il lorsqu'une minuscule molécule refuse de coopérer? C'est là que la croyance se heurte à la preuve et que tout commence à s'effondrer. Le témoin malgré lui. Cette question nous plonge au cœur de la vie de Barry Schwartz, un homme qui n'a jamais cherché à défendre la foi, mais à la mettre à l'épreuve à la lumière des connaissances scientifiques les plus pointues. Il n'était pas théologien. Il ne courait pas après les miracles. Photographe professionnel, sa formation était axée sur la précision. Il était formé pour saisir la réalité telle qu'elle est, et non ce que l'on souhaite voir. Et voici le plus surprenant. Son atout majeur était celui auquel personne ne s'attendait. Barry était juif orthodoxe. Ce détail avait une importance capitale, car lorsqu'on pénètre dans une pièce remplie de l'une des reliques les plus controversées du christianisme, la croyance peut subtilement influencer notre perception. Mais pour lui, ce système de croyance n'existait pas. Il n'avait aucune raison de le protéger, aucune raison de le défendre, et certainement aucune raison d'y croire. Son passé agissait comme un bouclier, bloquant tout préjugé avant même qu'il n'ait l'occasion de l'atteindre. Aussi, lorsqu'il fut invité à rejoindre le projet de recherche sur le suaire de Turin en 1978, ce n'était pas parce qu'il y croyait, mais bien parce qu'il n'y croyait pas. La mission était simple sur le papier. Se rendre à Turin, étudier le suaire, et prouver ou réfuter son authenticité à l'aide de la science moderne. Mais en réalité, il ne s'agissait pas d'un simple voyage de recherche. C'était une enquête cruciale sur un objet ayant traversé des siècles de débats de doute et de vénération. Et Barry s'attendait à le prendre en flagrant délit de mensonge. Imaginez un instant. Si l'on vous confiait une relique que des millions de personnes considèrent comme sacrée, chercheriez-vous à prouver le contraire? Ou hésiteriez-vous? Feriez-vous confiance à votre formation? Ou l'histoire vous soufflerait-elle à l'oreille? Parce que Barry n'a pas hésité. L'environnement de laboratoire qu'ils avaient créé autour du tissu semblait tout droit sorti d'un autre monde. Ce n'était pas une étude tranquille dans un musée. Il s'agissait d'une opération scientifique de grande envergure. Des équipements provenant de sites comme Los Alamos de Technology, conçus pour analyser certains des matériaux les plus complexes au monde, étaient désormais mobilisés sur un morceau de lin ancien. Les appareils photo crépitaient. La surface était baignée de lumière. Des instruments scrutaient chaque centimètre carré avec une précision chirurgicale. Mais c'est là que quelque chose clochait. Ils ne trouvaient pas ce qu'ils attendaient. Ni peinture, ni teinture, ni pigment. Tous les tests censés révéler la supercherie se révélèrent négatifs. Et Barry l'homme, qui avait passé des années à faire confiance à son objectif, plus qu'à toute autre chose, se retrouva face à une image qui refusait de se comporter comme n'importe quelle œuvre d'art connue. Ce n'était pas ainsi que fonctionnaient les peintures. Ce n'était pas ainsi que l'encre se comportait. Ce n'était même pas ainsi que les techniques historiques connues pouvaient l'expliquer. Alors que voyait-il exactement, l'image sur le tissu n'était pas simplement appliquée en surface comme de la peinture. Elle était incrustée dans les fibres d'une manière qui ne correspondait à aucune méthode connue. On n'y voyait ni coup de pinceau, ni superposition, ni retouche. C'était presque comme apparu d'un coup. Et plus il regardait, plus cela devenait étrange. Car Barry n'était pas le seul à s'en rendre compte. Toute l'équipe composée de scientifiques, de chimistes, de physiciens et d'experts en imagerie commençait à arriver à la même conclusion troublante. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Imaginez un instant un groupe d'experts chevronnés utilisant certains des meilleurs outils disponibles à l'époque face à un objet qu'ils étaient censés décoder et se heurtant au silence. Avez-vous déjà été si certain qu'une chose était fausse que la vérité
en est devenu un problème. C'est précisément dans cette situation que Barry s'est retrouvé. Il n'a pas changé de camp du jour au lendemain. Il n'est pas reparti en criant au miracle. Le changement fut plus discret et peut-être plus troublant. La confiance qui l'animait au départ commença à s'effriter. Et une fois le doute installé, il ne s'en va pas facilement. Les années se sont muées en décennies. Ce qui avait commencé comme un projet est devenu une quête de toute une vie. Barry a continué d'étudier et de documenter, de poser des questions qui refusaient d'accepter des réponses simplistes. Et à un moment donné, l'enjeu n'était plus de prouver que quelque chose était faux, mais de comprendre quelque chose que personne ne pouvait pleinement expliquer. Mais s'il n'y avait ni peinture, ni teinture, ni méthode traditionnelle à l'origine de cette image, alors comment a-t-elle été réellement réalisée? Car la découverte suivante ne provenait pas de la croyance. Elle provenait d'une machine qui n'était absolument pas censée fonctionner sur un morceau de tissu. Le fantôme en 3D dans la machine. Cette machine n'avait rien à faire dans cette histoire. Elle n'était pas conçue pour les tissus anciens. Elle n'était pas faite pour les objets religieux. C'était un bijou de technologie spatiale. On s'attendrait plutôt à trouver un appareil analysant des images satellites. Pas un linge vieux, de plusieurs siècles, dans une pièce tranquille de Turin. Et pourtant, c'est là que tout a basculé. La plupart des images sont plates. Celle-ci refusait de le rester. L'appareil s'appelait l'analyseur d'images VP8. À l'époque, il était à la pointe de la technologie. On lui fournissait une photographie classique et il tentait de convertir les zones claires et sombres en informations d'altitude. Mais il y avait un problème. Les photos ordinaires ne rendent pas justice à la profondeur. Par conséquent, lorsqu'on les traite avec la machine, le résultat est déformé, altéré, presque inutilisable. C'était le résultat attendu. Ainsi, lorsque l'équipe a analysé une image du Souaire de Turin, elle s'attendait au même résultat absurde. Mais le résultat obtenu était tout autre, il ressemblait à un visage humain. Pas une forme plate, pas une forme étirée, mais une forme structurée. Les pommettes étaient saillantes, les orbites creuses, le nez proéminent de façon naturelle. De la profondeur, une profondeur réelle et mesurable. Et pendant un instant, le silence se fit dans la pièce, car cela ne devait pas se produire. Une peinture ne peut pas faire cela. Une photographie ne peut pas faire cela. Même les images modernes peinent à produire des données 3D nettes, sans traitement particulier. Mais ce tissu, ces morceaux de lin silencieux, contenait des informations qui se comportaient comme une carte topographique. La question vous frappe de plein fouet. Comment un prétendu faux médiéval peut-il contenir des données tridimensionnelles des siècles avant l'invention de l'informatique? Du point de vue d'un photographe technique, c'est là que Barry Schwartz a été profondément troublé. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement de l'apparence de l'image, mais aussi de son existence même. Barry comprenait les images. Il savait comment la lumière interagit avec les surfaces. Il connaissait le comportement des produits chimiques, des pigments, la projection des ombres. Et cette image ne respectait aucune de ces règles. L'image ne s'imprégnait pas profondément dans le tissu. Elle ne l'avait pas traversé. Elle n'avait pas d'étain. Elle restait en surface comme si elle effleurait à peine le tissu. C'est ce que les scientifiques appellent la superficialité. La décoloration n'affectait que les fibres les plus externes, des fils de laine, pas le fil entier, mais seulement la surface de chaque fibrille. Imaginez colorer uniquement la surface d'un fil, sans toucher à ce qui se trouve en dessous. Un tel niveau de précision est non seulement rare, mais pratiquement impossible avec les méthodes artistiques connues. Aucun pinceau ne peut faire ça. Aucune teinture ne se comporte comme prévu. C'est comme ça. Aucune autre source de chaleur ne produit un effet aussi contrôlé sans causer de dommages. Et pourtant, le problème était bien là. C'est là que le récit ralentit, car le doute ne surgit pas du jour au lendemain. Il s'insinue sournoisement. Pendant près de 17 ans, Barry resta sur ses gardes. Il entretenait son scepticisme. Il supposait qu'il y avait forcément un piège, une ruse, que des détails manquaient. Car si tout cela était vrai, alors tout ce qu'il espérait trouver avait disparu. Et c'est une situation difficile à accepter. Avez-vous déjà accroché à une idée si longtemps que l'abandonner vous donne l'impression de perdre une partie de vous-même?
Car c'est ce que fut ce moment, non pas une conviction soudaine, mais une lente érosion de vos certitudes. Les données convergeaient sans cesse vers la même conclusion. L'image n'était ni peinte, ni imprimée, ni même formée d'une manière que la science puisse aisément expliquer. Et maintenant que n'était plus une simple image. C'était de l'information encodée, structurée en attente. Alors voici la question qu'il est impossible d'ignorer. Cette image a-t-elle été créée pour les gens du passé ou pour quelqu'un du futur qui disposerait enfin des outils nécessaires pour la voir correctement? Car c'est l'impression que cela donnait un message enfermé derrière une technologie qui n'existait pas encore. Et juste au moment où l'on pense que cela ne peut pas être plus étrange. Un autre détail refuse de se taire le sang non seulement présent, mais d'une vivacité saisissante. Car malgré toutes ces données d'imagerie et 3D de pointe, le sang paraissait frais, presque trop frais, comme s'il n'avait rien à voir avec l'histoire. Alors pourquoi n'avait-il pas vieilli comme il aurait dû? Cette question allait les mener vers une découverte encore plus troublante. La molécule qui l'a fait craquer cette question a fait basculer l'enquête du domaine de l'imagerie à celui de la chimie, là où les opinions importent peu et où les molécules révèlent la vérité en silence. Car plus ils examinaient les tâches du soir de Turin, plus un détail résonnait étrangement. Tout expert médico-légal connaît cette règle, le sang fonce avec le temps. Alors pourquoi celle-ci était-elle encore d'un rouge éclatant? À première vue, cela semblait incompréhensible. L'oseng ancien devrait brunir, voire noircir, sous l'effet de l'oxydation du fer. C'est un principe scientifique élémentaire, c'est prévisible. Or, celui-ci paraissait frais, pas humide, pas neuf, mais d'une vivacité qui semblait totalement incongrue pour un sang vieux de plusieurs siècles. Et c'est là que commença la conversation qui allait tout changer. Alan Adler, un chimiste, aborda le problème comme une énigme médico-légale et non comme une affaire religieuse. Il n'était pas là pour défendre une croyance, mais pour tester des réactions, décomposer des composés et suivre la chimie où qu'elle le mène. Et ce qu'il découvrit n'était pas du simple sang. C'était du sang porteur d'une histoire. En analysant les tâches, Adler identifia de l'hémoglobine, confirmant qu'il s'agissait bien de sang. Mais ce n'était pas là le plus surprenant. Le véritable tournant résidait dans un autre élément qui s'y était mêlé, quelque chose qui n'aurait pas dû être présent en si grande quantité, la bilirubine. À présent, les choses deviennent très précises, mais restez avec nous, car c'est à ce moment que tout bascule. La bilirubine est un composé produit par l'organisme lors de la dégradation des globules rouges. Normalement présente en faible quantité, elle se manifeste cependant lors d'un traumatisme physique extrême, lorsque l'organisme est soumis à des contraintes excessives, l'hémolyse. Les globules rouges se rompent, se désagrègent. Lorsque ce phénomène se produit massivement, le taux de bilirubine grimpe en flèche. Cette hausse laisse une trace. Et voici le point crucial. La bilirubine a un effet particulier sur le sang. Elle peut conserver sa couleur rougeâtre même sur de longues périodes, agissant presque comme un colorant naturel. Ainsi, au lieu de s'assombrir comme le sang vieillit, elle conserve sa teintée plus claire. Dès lors, la question prend tout son sens. Il ne s'agissait pas simplement d'un sang qui n'avait pas vieilli correctement. Ce sang avait exactement la même composition que celui d'une personne sauvagement battue avant de mourir. Imaginez un peu. Ce n'est pas une simple réaction chimique, c'est la signature d'un traumatisme. Et pour Barry Schwartz, c'est à ce moment précis que tout a basculé. Car jusqu'à présent, il pouvait encore s'accrocher à une idée. Peut-être y avait-il un truc. Peut-être c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas encore découvert. Mais là, il ne s'agissait plus d'art. Il s'agissait de biologie. Il s'agissait de la réaction du corps humain à une souffrance extrême, laissant des traces chimiques indélébiles. Ni symboliques, ni artistiques. Réelles. Alors voici la question. Un artiste médiéval aurait-il pu comprendre suffisamment bien la chimie du foie lors d'un traumatisme pour reproduire cela à la perfection? Songez au contexte historique. On parle ici de connaissances sur l'hémolyse. Le comportement de la bilirubine est la chimie du sang, que la science moderne n'a pleinement comprise que bien plus tard. Et pourtant, d'une manière troublante,
Ce tissu reflète ce processus avec une précision troublante. Non seulement l'apparence est convaincante, mais les tests le confirment. Et c'est là un tout autre problème. Car il ne s'agit plus d'une falsification habile, mais de quelque chose qui correspond à de véritables événements physiologiques. Quelque chose qui porte la trace de ce qui est arrivé à un corps dans des conditions extrêmes. Ou bien sommes-nous face à une empreinte biologique, un instantané d'un moment réel figé dans le temps? Cette question n'a pas de réponse facile. Elle demeure, passante in suspense. Pour Barry, la conversion ne fut pas spectaculaire. Elle fut plus discrète, plus troublante. Une prise de conscience qui ne s'annonce pas d'emblée, mais qui lentement bouleverse sa vision du monde. Le scepticisme ne disparut pas, il perdit simplement de son ancrage. Car dès lors que la chimie entre en jeu et commence à corroborer l'image la place du doute, se réduit comme peau de chagrin, et l'histoire devient plus difficile à ignorer. Alors si la biologie est cohérente, si la chimie est en accord, qu'est-ce que cela signifie pour l'homme qui a passé 46 ans à tenter de prouver que ce n'était pas réel? Car à un moment donné, les preuves cessent d'être un objet d'analyse et deviennent une réalité à laquelle il faut faire face. Le message différait. Le sang aurait dû être foncé presque noir sans vie, mais il ne l'était pas. Il paraissait frais comme si l'instant n'avait jamais pris fin. C'est là que tout commence à basculer. Non pas lentement, non pas en douceur, mais comme une fissure silencieuse qui se forme au cœur d'une conviction ancrée depuis des années. Car tout expert médico-légal vous le dira. L'oxang ne reste pas rouge. Pas pendant des siècles. Loin de là. Avec le temps, il se décompose, s'oxyde et devient brun foncé ou noir. C'est un phénomène chimique. C'est prévisible. C'est fiable. Alors pourquoi était-ce différent? Lorsque l'équipe a commencé à analyser les tâches de plus près, la question d'abord philosophique est devenue chimique que contenait exactement ce sang. C'est alors que le nom entre en jeu la bilirubine. Il ne s'agit pas d'une substance quelconque. La bilirubine est produite par l'organisme lors de la destruction des globules rouges, un processus appelé hémolyse. En termes simples, cela signifie que les globules rouges sont détruits plus rapidement que la normale. Et cela ne se produit que dans une seule condition, un traumatisme grave. On parle ici de stress physique extrême, de coups de torture, le genre de lésion qui plonge l'organisme en mode de survie. Dans ce cas, le taux de bilirubine dans le sang grimpe en flèche. Et voici le plus étonnant, la bilirubine est un pigment jaunâtre, mais lorsqu'elle se mélange au sang, dans certaines conditions, elle peut en réalité contribuer à préserver une couleur rougeâtre bien plus longtemps que prévu. Ainsi, au lieu de virer au brun foncé, le sang conserve cette teinte rouge, comme s'il refusait de vieillir. Ça fout le tournant. Lors d'une conversation avec le chimiste Alan Adler, l'explication n'était plus une simple théorie. Elle était mesurable, vérifiable, reproductible. La chimie correspondait à ce qu'ils observaient sur le tissu. Et pour quelqu'un qui avait passé des années à supposer qu'il y avait forcément un truc, une méthode cachée, une supercherie artistique, c'était différent. Ce n'était pas une peinture qui se comportait bizarrement. Ce n'était pas un jeu de pigments. C'était une signature biologique, une signature traumatique, de celle qui raconte une histoire sans mots. Et c'est là que ça devient troublant. Si ce niveau de détail est réel, si la chimie de l'œuvre correspond à ce qui se passe dans un corps humain soumis à une souffrance extrême, alors la question se pose d'une manière totalement différente. Il ne s'agit plus de savoir comment cela a été réalisé, mais qui a vécu une telle épreuve. Car il ne s'agit plus seulement d'observer une image, mais d'une preuve qui semble provenir d'un événement réel. Et cela soulève une question qu'il est difficile d'ignorer. Artiste médiéval aurait-il pu comprendre ce niveau de chimie? Aurait-il pu prédire comment la bilirubine interagit avec le sang lors d'un traumatisme et la recréer de façon à tromper les analyses médico-légales modernes? Ou bien sommes-nous face à quelque chose qui n'a jamais été destiné à être falsifié, quelque chose qui porte en lui sa propre preuve? Car si l'image paraissait étrange et les données 3D impossibles, ceci était précis. C'était clinique. C'était exact. Et c'est à ce moment précis que le scepticisme ne disparaît pas, mais qu'il commence à s'estomper.
Car désormais, les preuves ne sont plus seulement inhabituelles, elles sont cohérentes. Cohérentes avec un corps qui a souffert. Cohérentes avec un sang qui a réagi dans des conditions extrêmes. Cohérentes avec quelque chose qui ressemble moins à de l'art qu'à un témoignage historique. Et si la biologie est réelle, si la chimie se confirme, alors nous ne nous contentons plus d'étudier un tissu. Nous sommes face à un moment qui, d'une manière ou d'une autre, ait laissé une trace suffisamment forte pour traverser les siècles. Alors, la question suivante est de savoir si tout cela était réel. Quel impact cela a-t-il sur l'homme qui a passé 46 ans à tenter de prouver le contraire? Le verdict final. Le 21 juin 2024. L'homme qui a passé des décennies à questionner ce mystère en est finalement sorti. Après 46 ans d'études, d'analyse et de résistance silencieuse, Barry Schwartz n'était plus derrière la caméra. L'observateur était devenu partie intégrante de l'histoire. Et ce qui rend sa fin si marquante, ce n'est pas ce qu'il croyait, mais ce qu'il a refusé de nier. Il n'a jamais cédé pas une seule fois. Et c'est précisément pour cela que les gens l'ont écouté. Car sa conclusion n'était pas guidée par la foi, mais par les preuves. Il s'est appuyé sur les données, même lorsque celles-ci le menaient en terrain inconnu, même lorsqu'elles remettaient en question sa propre identité. C'est rare. La plupart des gens tortent les faits pour les faire coller à leur vision du monde. Lui, il a fait l'inverse. Il a adapté ses hypothèses aux faits. Et ce faisant, il a laissé derrière lui bien plus qu'une simple réponse. Il a établi une norme, une forme d'honnêteté intellectuelle qui semble presque avoir disparu. Par son travail, et notamment par les archives qu'il a constituées et partagées avec le monde, Isle a fait en sorte que ce mystère ne soit jamais enfermé ni contrôlé par une seule personne. Il a transformé le voile en un dossier ouvert que chacun peut étudier, questionner et remettre en cause. Et c'est peut-être là le véritable tournant, non pas la nature du voile, mais ce qu'il exige de vous. À un moment donné, il ne s'agit plus de tissus de chimie ou d'histoire ancienne. Cela devient personnel. La vérité se soucie-t-elle de vos croyances avant que vous ne la découvriez? Ou est-elle simplement patiente et silencieuse que vous soyez prêt à l'affronter? C'est l'épreuve morale qui se cache au cœur de toute cette histoire. Suivez l'épreuve où qu'elle vous mène, même si elle vous conduise là où vous n'aviez jamais prévu d'aller, même si elle bouleverse quelque chose en vous. Car au final, c'est ce qu'a fait Barry Schwartz. Pas parfaitement, pas de façon spectaculaire, mais avec sincérité. Et cela est peut-être plus puissant que n'importe quelle conclusion. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à suivre une molécule jusqu'à la vérité? Carson Périple de 46 ans est terminé, mais le vôtre ne fait que commencer. Le mystère du soir de Turin. Le documentaire de Barry Schwartz. L'histoire cachée révélée. Les preuves scientifiques. Le soir non résolu. Les mystères anciens. La vérité contre la croyance. L'analyse médico-légale d'un mystère. Le miroir n'est plus dans un laboratoire, il est entre vos mains. Barry Schwartz a passé 46 ans à traquer la vérité à travers l'objectif. À présent, c'est à votre tour. Lorsque vous regardez le voile, que voyez-vous vraiment la science ou quelque chose de plus? Partagez votre avis ci-dessous. Abonnez-vous et poursuivons nos recherches.